Je crois que nous avons affaire à des professionnels. Bonjour et bienvenue dans ce cours de première spécialité physique-chimie consacré au champ de force. Pour introduire ce cours, nous allons voir deux illustrations. La première montre la chute d'une pomme à la surface de la Terre et la deuxième, la trajectoire de la Lune autour de la Terre. Alors la question que nous allons nous poser, c'est est-ce que ces deux phénomènes sont indépendants ou existe-t-il un lien entre eux? Pour cela, nous allons voir que dans l'univers, il existe trois interactions fondamentales. Et parmi ces trois interactions, nous allons nous intéresser plus particulièrement à deux d'entre elles, l'interaction gravitationnelle et électromagnétique, et nous verrons plus particulièrement l'interaction électrostatique. Puis nous aborderons la notion de champ. Les scientifiques ont recensé trois interactions fondamentales. La première que nous allons voir, c'est l'interaction gravitationnelle. Pour l'illustrer, je vais faire apparaître l'image suivante. On voit le Soleil et les planètes, donc le système solaire. L'interaction gravitationnelle va nous permettre d'expliquer le mouvement des planètes autour du Soleil et aussi le mouvement de notre planète, donc le Soleil, autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette interaction gravitationnelle est liée à la masse des objets. Plus les objets auront une masse élevée, plus cette interaction sera importante. La deuxième interaction est l'interaction dite électromagnétique. Pour bien comprendre à quoi elle correspond, je vais vous faire apparaître différents phénomènes qui font intervenir cette interaction-là. Le premier, c'est par exemple ici un moteur électrique. Donc le moteur électrique, dès qu'on fait intervenir des notions d'électricité et de magnétisme, l'interaction électromagnétique va être présente. Ensuite, tout ce qui est ondes électromagnétiques, donc que ce soit les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets, les rayons visibles dont nos yeux sont sensibles, les infrarouges, les micro-ondes, les rayons de radio vont faire intervenir cette interaction électromagnétique. Au niveau de la matière, il faut savoir que, par exemple, si je prends des molécules d'eau à l'état liquide, elles vont être liées entre elles grâce à cette interaction électromagnétique. De même, les molécules sont constituées d'atomes. Ces atomes sont liés entre eux par cette interaction électromagnétique. Au sein de l'atome, on sait que les électrons qui sont autour du noyau sont attirés par le noyau grâce à cette interaction électromagnétique. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est dès qu'on a une réaction chimique qui met en jeu des liaisons entre atomes, c'est cette interaction-là qui va être modifiée, créée, etc. Pour conclure, on peut dire que l'interaction électromagnétique va être liée à la présence de charges électriques. Dès que deux objets ont une charge électrique, cette interaction-là apparaît. Et pour finir, la troisième interaction est dite nucléaire. Donc là, comme son nom l'indique, on va s'intéresser au noyau. Rappelez qu'un noyau est constitué de deux types de nucléons, les protons et les neutrons. Imaginons que les neutrons sont en rouge ici. Comme l'on l'indique, ils n'ont pas de charge électrique. Par contre, les protons, représentés ici en bleu, vont être chargés positivement. Si l'interaction nucléaire n'était pas présente, à cause de l'interaction électromagnétique, les protons se repousseraient. Donc les noyaux ne seraient pas stables. Donc en fait, l'interaction nucléaire va nous permettre de justifier que les noyaux restent cohérents, qu'il y ait bien une cohésion entre les nucléons, protons et neutrons au sein du noyau. Pour conclure cette partie interaction fondamentale, nous allons comparer les trois interactions. Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'échelle du noyau, uniquement l'interaction nucléaire est présente. On dit que c'est une interaction de très courte portée. Ensuite, à l'échelle des molécules, c'est l'interaction électromagnétique qui prédomine. Et enfin, à grande échelle, par exemple au niveau du système solaire, c'est l'interaction gravitationnelle qui prédomine. On peut faire apparaître ici des dimensions, c'est-à-dire en dessous de 10-14 mètres, nous avons uniquement l'interaction nucléaire, entre 10-14 mètres et 1 mètre, l'interaction électromagnétique, et au-delà de 2 mètres, uniquement l'interaction gravitationnelle. Ensuite, nous pouvons parler d'intensité. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'interaction nucléaire est beaucoup plus intense que l'interaction électromagnétique. Pour illustrer ceci, il suffit de comparer une réaction nucléaire avec une réaction chimique. La réaction nucléaire va libérer beaucoup plus d'énergie qu'une réaction chimique. Et l'interaction gravitationnelle est beaucoup moins intense que l'interaction électromagnétique. Alors pour conclure, posons-nous la question suivante. Pourquoi l'interaction électromagnétique n'est-elle pas présente à l'échelle des planètes? En fait, il s'agit d'une histoire de charge. On a vu que l'interaction électromagnétique est liée à la présence de charge. Sauf qu'une charge positive est toujours attirée par une charge négative. C'est pour ça qu'à grande échelle, tout objet apparaît avec une charge neutre. C'est pour ça qu'aucune interaction électromagnétique n'est présente à grande échelle au-delà de 1 mètre. À présent, passons aux forces gravitationnelles et électrostatiques. Le but va être de les comparer parce que vous allez voir qu'elles ont beaucoup de points en commun. Commençons par la force gravitationnelle. Vous vous rappelez, on a vu que la force gravitationnelle s'exerçait entre deux objets qui ont une masse. Donc je fais apparaître ici deux objets, un objet bleu ici et un objet rouge, caractérisés chacun par leur masse. Ils vont être séparés d'une distance d. Et je vais faire apparaître la force qu'exerce l'objet 1 sur l'objet 2. Donc je la fais apparaître ici. Donc c'est une force attractive. Donc vous voyez, on note F1 vers 2, c'est-à-dire c'est la force qu'exerce l'objet de masse M1 sur l'objet de masse M2. Et voici son expression. On voit déjà que l'intensité de cette force va être liée au produit des masses. C'est-à-dire que plus les masses de l'objet sera grande, plus cette force sera intense. Et elle sera inversement proportionnelle à la distance au carré qui les sépare. C'est-à-dire que plus les objets sont éloignés,
plus cette force sera faible. Plus ils seront proches, plus elle sera intense. Ensuite, G, ça va être une constante. Et U, je vais vous le faire apparaître. Voilà, c'est le vecteur qui est dirigé de 1 vers 2. Et comme la force est attractive, en fait, le sens de cette force-là sera opposé au vecteur unitaire U. Alors U, c'est un vecteur unitaire, c'est-à-dire que sa norme vaut 1, il nous permet juste de donner la direction et le sens de la force F, l'objet 1 sur l'objet 2. Juste une petite remarque sur G, G, on appelle ça la constante de gravitation, et notez qu'elle est très très petite, vous voyez, c'est 6,67 puissance moins 11. Et c'est ceci qui peut être relié au fait qu'on a dit que l'interaction gravitationnelle était très peu intense. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la force gravitationnelle est une force toujours attractive entre deux corps sous l'effet de leur masse. Maintenant, passons à la force électrostatique. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de similitudes. Tout d'abord, le schéma qui représente cette force électrostatique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste remplacé les masses par les charges. Parce qu'en fait, cette force électrostatique va apparaître lorsque les objets auront une charge électrique. Alors maintenant, nous allons faire apparaître la force qu'exerce l'objet 1 sur l'objet 2 dans le cas où les deux charges ont le même signe. Parce que contrairement aux masses, les masses sont toujours positives, les charges peuvent être positives ou négatives. Quand elles ont le même signe, la force va être répulsive. Donc je la fais apparaître ici. Donc l'objet 2 va s'éloigner de l'objet 1. Voici l'expression de la force qu'exerce l'objet 1 sur l'objet 2. Vous voyez, il y a beaucoup de similitudes. Et en fait, on a juste remplacé les masses par les charges. Cette force, comme pour la force gravitationnelle, sera d'autant plus intense que les charges seront importantes et que la distance qui les sépare sera petite. Notez que la constante de la force électrostatique est beaucoup plus grande que la constante de gravitation. Pour conclure, on peut dire que c'est une force attractive ou répulsive selon le signe des charges entre deux corps sous l'effet de leur charge électrique. À présent, nous allons comprendre ce qu'est cette notion de champ en physique, plus précisément les champs de force. Pour ça, je vais reprendre l'exemple du mouvement de la Lune autour de la Terre. On peut considérer que la Lune subit une force attractive. Ainsi, la Terre apparaît comme l'objet qui va générer cette force et la Lune, l'objet qui subit cette force. Je vais définir ce qu'on appelle le champ de gravitation terrestre. Je vais le faire apparaître au niveau de la Lune. La Lune, elle va subir une force et on peut représenter l'action de la Terre sur la Lune par ce qu'on appelle un champ de gravitation terrestre. De la même façon, la Terre va exercer sur un objet à sa surface une force et on peut matérialiser cette force par ce champ à la surface de la Terre. Donc en fait, cette notion de champ va nous permettre de caractériser l'action d'un objet, par exemple ici la Terre, indépendamment de l'objet qui va subir la force. C'est-à-dire que le vecteur gravitation là peut être défini même si la Lune n'existe pas. Comme le vecteur G2, champ de gravitation terrestre, peut être défini à la surface de la Terre, indépendamment de la présence d'un objet à la surface de la Terre. Pour mieux comprendre cette notion de champ de gravitation, nous allons prendre une animation qui représente, donc, vous voyez ici en rouge, le champ de gravitation. Donc ici, nous sommes au niveau de la surface de la Terre. Donc, je ne sais pas, vous devez l'avoir en tête, que la valeur du champ de gravitation à la surface de la Terre, c'est environ 9,8 mètres fois seconde moins 2. Et là, je vais dézoomer. Donc, vous voyez, quand je m'éloigne, en fait, le champ de gravitation est toujours, on dit, uniforme. Les vecteurs sont parallèles et ont la même valeur. Vous voyez, je m'éloigne. Et là, on voit la courbure de la Terre. Et on voit donc que les champs ne sont plus uniformes puisqu'ils ne sont plus parallèles entre eux. Et vous voyez que l'intensité du champ de pesanteur a diminué. Voilà. Et je vais aller le plus loin possible. Je vais dézoomer le plus possible. Donc on voit ici le champ de pesanteur terrestre qui, à l'endroit où sont situées les flèches, vaut plus que 1,09 m/s moins 2 et ici vaut 0,12 m/s moins 2. Donc si on avait pu encore dézoomer plus loin, c'est-à-dire jusqu'à la distance Terre-Lune, qui est située environ à 380 000 km de la Terre, on aurait vu le champ de gravitation terrestre s'exercer au niveau de la Lune. Donc voilà, cette notion de champ, ça permet de caractériser l'action de la Terre sur tout objet situé autour de la Terre. Et lorsque l'on représente cette fois-ci l'objet qui va subir la force qu'exerce la Terre sur lui, donc on aura une relation simple. Donc cette force sera la masse de l'objet fois le champ de gravitation. Nous allons établir l'expression justement de ces champs gravitationnels et électrostatiques, dans maintenant le même principe de comparer donc gravitation et électrostatique. Commençons par le champ gravitationnel, on notera petit g. Donc là j'ai repris l'expression de la force de gravitation et donc je vais isoler la masse m2, c'est-à-dire la masse de l'objet qui subit la force. Voilà ce que ça me donne. En fait, il suffit après d'identifier, vous voyez le g en fait, il va être égal à moins g m1 d carré fois u. Donc voilà l'expression du champ de gravitation terrestre. Et là nous pouvons le représenter.
Donc G et U, vous voyez qu'ils ont la même direction, mais ils ont le sens opposé. Donc on peut faire apparaître le vecteur U ainsi. Et là, vous voyez, ce sont les vecteurs G. Donc la longueur des flèches représente l'intensité. Donc plus je m'éloigne, plus le champ de gravitation diminue, puisque T ici est au dénominateur. De la même façon, je vais exprimer le champ électrostatique noté grand E. Donc voilà l'expression de la force électrostatique. Je vais isoler la charge Q2 de l'objet qui subit la force. Et donc j'obtiens cette expression-là avec E qui est égal à K1 sur D carré fois U. Donc voici une représentation du champ électrique généré par une charge ici positive. Donc cette fois-ci E et U sont dans le même sens. Donc voici U et le vecteur E représenté ici en rouge. Donc vous voyez que plus je m'éloigne, comme pour le champ de gravitation, plus son intensité diminue. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée en début de vidéo et qui était la suivante. Y a-t-il un point commun entre la chute des objets à la surface de la Terre et le mouvement de la Lune autour de la Terre? Donc, grâce à ce qu'on vient de voir, maintenant on peut répondre à la question. En fait, oui, il y a un point commun puisque les objets à la surface de la Terre ou la Lune sont tous soumis à ce qu'on appelle le champ de gravitation terrestre et donc vont être soumis à une force en fonction de la distance avec laquelle ils se situent par rapport à la Terre. L'autre question qu'on peut se poser, c'est depuis quand sait-on ça? En fait, c'est en 1687 qu'Isaac Newton a compris ça et c'est le premier qui a énoncé ce qu'on appelle la loi de la gravitation universelle. Comment Newton a-t-il compris que le mouvement de la Lune était régi par la même loi que les objets à la surface de la Terre? Alors pour ça, il a fait une expérience de pensée. Il a imaginé positionner un canon au sommet d'une montagne qui serait située à une altitude relativement élevée. Qui s'est dit, si je tire un boulet de canon, alors cette première représentation est fausse. Vous voyez, le boulet de canon part de manière rectiligne, or il est attiré par la Terre. Donc ceci est impossible. Donc la vraie représentation c'est celle-ci, donc le boulet retombe au niveau de la Terre. Et maintenant il s'est dit, si je donne une vitesse suffisante au boulet, je vais pouvoir, alors vous voyez la vitesse n'est pas encore suffisante, mais si j'augmente encore la vitesse du boulet, pour une certaine vitesse, le boulet va se mettre en orbite autour de la Terre, tout comme la Lune est en orbite autour de la Terre. En fait, les deux objets sont régis par la même loi. Voici comment il a trouvé le lien entre ces deux phénomènes. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. C'est de toute beauté.